Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois Madame Pulchérie Ballet, présidente du FORCI, entendez, Forum des organisations de la société civile de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Ballet. Bonjour monsieur. Et merci d'être venu chez nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, en quoi consiste votre initiative Zéro Violence en 2020 que vous avez lancée en novembre dernier? C'est une initiative qui est partie du constat que toutes les initiatives qui ont été prises en matière de réconciliation n'ont non seulement pas associé suffisamment le peuple, mais n'ont pas prospéré. Donc, vu que toutes les tendances politiques sont déterminées à aller aux élections en 2020, nous nous sommes dit que ce serait un danger que la réconciliation ne soit pas effective avant cette période-là, si nous voulons éviter une seconde crise post-électorale. Donc, l'opération consiste à aller vers le peuple, vers les populations, pour leur demander comment elles conçoivent la réconciliation, de sorte que nous puissions nous appuyer sur leurs réponses pour faire des plaidoyers auprès du chef de l'État. Alors, vous dressez dans votre récente conférence de presse le bilan de la réconciliation nationale. À vos yeux, ce n'est pas un bilan reluisant. Pourtant, on sait que peut-être que tout n'est pas parfait, mais il y a quand même eu quelques initiatives, je parlerai plutôt même d'avancées. Est-ce que c'est votre point de vue? Non, je suis d'avis avec vous qu'il y a eu des initiatives. Ces initiatives nous ont donné des acquis, mais elles ne sont pas suffisantes pour qu'il y ait eu des avancées. Au niveau de la population, on est encore à zéro. Comment on explique ça? Vous dites qu'il y a eu des acquis, mais il n'y a pas eu d'avancée. Oui. Comment comprendre cela? Simplement parce que ces acquis-là n'ont pas été exploités. On prend un exemple? Oui, par exemple, la CDVR a dressé un bon bilan, a fait des recommandations, mais de façon concrète, ces recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Mais si, dans vos actions de société civile, de formation de la société civile, vous mettiez en avant donc tout au moins ces acquis-là, est-ce que ça n'aiderait quand même pas la réconciliation, l'effectivité de la réconciliation? Oui, nous le pourrions si nous en avions les moyens. Par rapport à nos moyens limités, nous avons décidé de former les populations aux valeurs démocratiques et citoyennes parce que nous estimons que si les populations maîtrisaient ces valeurs-là, elles seraient moins instrumentalisées, elles pourraient mieux prendre leurs responsabilités. Donc c'est ça, nous, notre priorité, que les populations soient formées aux valeurs démocratiques et citoyennes, qu'elles comprennent la nécessité de la réconciliation malgré tout ce qu'elles ont pu subir et qu'elles participent à définir les conditions de cette réconciliation-là. De sorte que, à partir des conditions qu'elles vont fixer, on sache véritablement les actions à mener pour que cette réconciliation soit effective. En clair, vous demandez que les populations se réapproprient absolument en premier oui. Ce processus de réconciliation. Absolument. Mais si la réconciliation nationale, on dit qu'elle est en panne, si elle est en panne, est-ce que c'est pas aussi la faute des organisations de la société civile que vous représentez qui n'ont peut-être pas fait assez pour cette réconciliation-là, plutôt que de dire tout le temps c'est la faute au pouvoir, c'est la faute au pouvoir? Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour cela d'ailleurs que c'est seulement en 2017 que le FORCI s'est créé. Parce que dès que la crise s'est déclenchée, on a compté sur ces organisations-là, notamment la Chambre des rois et chefs traditionnels. Nous sommes en Afrique, nous savons le respect que nous vouons aux aînés et nous avons dans nos traditions des mécanismes qui sont tout à fait appropriés pour favoriser la réconciliation. Malheureusement, les organisations de la société civile, à notre avis, n'ont pas fait suffisamment pour cela. C'est pour cela que nous avons décidé, nous, de nous lever pour faire notre part.
Vous demandez également une loi d'amnistie. Oui, absolument. Pour les présumés coupables des crimes dans tous les camps. Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre, les défenseurs des droits de l'homme? Ils m'ont déjà répondu. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, ils disent qu'il faut que la justice suive son cours et que la pétition est une prime à l'impunité. Mais nous disons que ce n'est pas vrai, pour la simple raison qu'il n'y a pas de justice réellement. Vous avez deux camps qui se sont affrontés. La commission nationale d'enquête qui a été mise sur pied par le président Alassane Ouattara lui-même a fait son bilan et elle a bien dit que les deux camps avaient commis des exactions. Voilà maintenant 7 ans que on est dans l'après-crise. Il n'y a qu'un seul camp qui est jugé. Et ça n'a rien à voir avec un soutien quelconque à un parti ou à un autre. Ce sont les faits. Il y a un seul camp qui est jugé et ces procès ne sont pas forcément équitables. Donc, on peut revendiquer la justice quand on est sûr qu'elle va véritablement s'appliquer. Mais dans un contexte où la justice ne s'applique pas, il y a des gens qui continuent de mourir en prison, certains continuent de souffrir en exil. Et il y a un camp qui est plutôt même récompensé, puisque beaucoup ont eu des promotions. Et donc, moi, j'estime qu'avec l'amnistie générale, on fait table rase de tout, et puis on prend un nouveau départ. Et est-ce que vous pensez que, en optant pour ce choix-là, en faisant ce choix-là, vous rendrez service à la justice, puisque vous... Mais la justice n'existe pas. On n'a pas de service à lui rendre. Non. Je suis quand même... En tout cas, les Ivoiriens n'ont plus confiance en leur justice. Ça, il faut le dire. C'est quand même grave ce que vous dites. Mais c'est la vérité. En tant que citoyenne. C'est la vérité. La justice ne fait pas son travail correctement. Je vais prendre l'exemple d'un activiste de la société civile qui s'appelle Samba David. Ouais. Quelqu'un qui a été condamné, qui a fini de purger sa peine, qu'on maintient en prison. Il est en prison même et puis on lui trouve encore d'autres chefs d'accusation. Et on dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Bon, voyez. Et tout ça, c'est avec le concours de la justice. Donc nous n'avons rien contre la justice, mais si elle nous prouve qu'elle fait correctement son travail, on lui fera confiance. Mais si elle n'est pas capable de faire correctement son travail, alors que par rapport aux conséquences de la crise, il y a des familles qui sont désagrégées, il y a des gens qui meurent, des gens qui continuent de souffrir, nous disons qu'il vaut mieux abréger les souffrances de ceux qui souffrent actuellement et puis repartir à zéro. En même temps, c'est une forme de défaitisme, hein, ou bien? Bon, pas forcément, puisque moi je pense que c'est une forme de réalisme. Parce que ces procès qui ne sont pas encore finis, on ne sait pas à quel moment ils vont finir, à quel moment on finit de juger un camp, avant d'en juger un autre, si vraiment on le juge un jour, bon, franchement. Alors, vous avez lancé une pétition en janvier dernier. Oui. La pétition a récolté, selon vos chiffres, oui, plus d'1 million de signatures. Oui. Qu'est-ce que, de façon symbolique, ça représente déjà, ce million de signatures, et qu'allez-vous en faire? Ok, merci. En fait, nous avons lancé la pétition parce que l'opinion publique ivoirienne est embrigadée dans l'analyse des faits en termes de pro-ceci ou pro-cela. Et nous avons donc estimé que, après avoir parcouru certaines localités, comme nous l'avons indiqué dans notre bilan, après avoir entendu tout ce que les populations ont demandé, nous nous sommes rendus compte que ce que les populations demandent se rapproche de ce que l'opposition demande. Donc, avec mon bureau, on a dit, mais si on vient dire comme ça que voilà ce que les populations demandent, on dira que c'est qualitatif. Trouvons un moyen de prouver de façon quantitative que les populations adhèrent à ce qui, pour nous, règle tout ce que les populations demandent. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de la pétition. Donc pour nous, la pétition est un instrument de mesurer la volonté du peuple à aller à cette amnistie-là. Et vous en avez récolté plus d'1 million? Oui, pour l'instant. Pour l'instant, les signatures physiques vont plus vite. Si vous allez sur notre site, vous verrez que aujourd'hui, nous devons être autour de un peu moins de 300 sur 5000 signatures visées.
mais les signatures physiques vont beaucoup plus vite. Vont beaucoup plus vite. Ouais. J'en reviens quand même à l'amnistie. Est-ce que vous pensez à la loi d'amnistie? Est-ce que vous pensez aussi aux victimes? Nous sommes tous des victimes, chacun à son niveau. À un niveau différent, toute la population ivoirienne est victime de cette crise d'une façon ou d'une autre. Mais c'est justement parce que nous pensons aux victimes que nous avons décidé de proposer cette loi. Parce que malheureusement, le traitement des victimes n'est pas équitable. Or, cette loi permet d'absoudre toutes les victimes. Donc, normalement, elle devrait rencontrer l'assentiment de tous. Alors, revenons quand même à la réconciliation. Le camp Gbagbo fait de la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé la condition de la réconciliation. Tant qu'ils ne sont pas là, il n'y a pas de réconciliation. Est-ce que c'est pas un piège qui condamne à l'échec le processus de réconciliation même? Bon, je dirais oui et non. Oui, parce que ça n'ouvre pas le dialogue sur la réconciliation. Mais non, parce que c'est normal. C'est normal. C'est humain. Oui. Des personnes d'un camp qui constatent que leurs leaders sont emprisonnés injustement, c'est normal qu'ils demandent qu'avant qu'on ne parle de réconciliation, ces personnes soient libérées. Injustement, à leur avis. Oui, à leur avis. Mais bon, est-ce que c'est vraiment seulement leur avis? Puisque comme je disais tout à l'heure, c'est choquant pour toute personne objective de constater que pour deux camps qui se sont affrontés, on ne juge qu'un seul camp. Alors qu'il y a des rapports officiels qui disent que les deux camps ont fait des victimes. Donc déjà, par rapport à ça seulement, l'injustice est vérifiée. Alors, dans votre stratégie, vous initiez 5 activités, oui, dont la caravane des Alliés. En quoi cela consiste? La caravane des Alliés consiste à mettre à utiliser le système des alliances, c'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, entre les ethnies, il y a certaines qui ont des alliances. Et ces alliances-là font que, par exemple, on vous dira le Sénifo n'a pas le droit de verser le sang d'un gourou. Donc, ces alliances-là font que le Dida non plus n'a pas le droit de verser le sang d'un Atié. Donc, ces alliances-là créent des liens entre les ethnies qui inhibent toute velléité de conflit ou de guerre. Voilà. Et donc, si les rois et chefs traditionnels voulaient bien jouer leur rôle, cette caravane serait vraiment leur projet. Parce qu'il s'agirait d'aller vers toutes les populations ivoiriennes avec les alliés des uns et des autres pour prôner le pardon, pour prôner la réconciliation, de sorte que, sans qu'on ne fasse beaucoup trop d'efforts, tout le monde accepte l'idée d'y aller. Alors, cette façon de sensibiliser autour de l'enjeu, autour des enjeux de la réconciliation, c'est une bonne chose. Mais quand on a fini de faire ça, qu'est-ce qui reste en fait? Quand les caravanes partent, quand il n'y a plus de manifestations, qu'est-ce qui reste finalement? Est-ce que vous, qui initiez ces genres de projets, est-ce que vous les évaluez? Vous mesurez leur impact, par exemple? Oui, en principe, si on a réussi à mener cette caravane, il va falloir évaluer l'impact de cette caravane sur la cohésion sociale. Oui, et selon les résultats de cette évaluation, évidemment, des orientations seraient prises encore. Mais ça reste des activités purement événementielles. Bon, on peut le prendre ainsi, mais dans le fond, elles peuvent servir à booster la cause de la réconciliation. Madame Balé, merci et très bonne journée. Merci, excellente journée à vous également. Merci. Oui.